Marisol Touraine, merci vraiment de votre présence ce matin, un lundi matin, de bonne heure. C'est vrai que nous avons bien conscience d'avoir préempté sur votre journée et le début de votre semaine à un moment. L'objectif était de participer à la réflexion dite des amphis de la santé, dont je vous rappelais qu'ils sont co-organisés par l'ESSEC qui nous accueille, par le quotidien du médecin et l'association des cadres de l'industrie pharmaceutique. L'objectif est de vous écouter selon une règle du jeu qui est celle des amphis de la santé. Une demi-heure l'intervenant, une demi-heure les questions de Gérard de Pouvourville, d'Alain Marquier, et ensuite en direct avec les personnes qui sont présentes dans l'amphi. Tout le monde vous connaît, et si j'ose dire, tout le monde vous connaît de plus en plus, dans la mesure où vos responsabilités, aujourd'hui dans le cadre de la campagne auprès de François Hollande, mais aussi vos interventions comme parlementaire, comme député, et députée d'Indre-et-Loire, présidente du Conseil général d'Indre-et-Loire, et investie dans le champ des questions à la fois sociales en général, protection sociale et santé plus particulièrement. Donc vraiment, merci de votre présence. L'objet, le sujet est de mieux connaître les propositions ou les réflexions qui sont celles autour du candidat François Hollande que vous animez, puisque vous avez en charge le pôle concernant ces différentes questions. Bonjour à tous, merci de votre invitation. Je vais essayer au fond d'être assez rapide et de marquer les grandes orientations du projet, puisque c'est ça qui m'a été demandé de François Hollande et du Parti socialiste, en essayant de marquer donc les grandes orientations, quitte à entrer davantage dans le détail à l'occasion des questions, puisque ça permettra de savoir exactement les points qui vous intéressent plus particulièrement. D'autant plus que, et c'est le point d'introduction que je souhaiterais faire, d'autant plus que, en réalité, on s'aperçoit qu'il y a deux grands sujets de préoccupation en général, qui sont soit d'un côté la politique de financement de la protection sociale et de protection sociale, soit la politique de santé entendue comme le contenu, ayant un contenu, comment est-ce que, quelles orientations en matière de santé publique, par exemple, est-ce qu'on veut développer. Or, ce deuxième point qui, en général, est d'intérêt moindre pour des spécialistes de protection sociale est pour nous un élément tout à fait central, parce que nous avons plus que le sentiment que depuis un certain nombre d'années, pour ne pas dire davantage, le débat tourne autour de l'équilibre des comptes de la sécurité sociale, ce qui n'est pas du tout quelque chose de secondaire, et je n'appartiens pas du tout à la catégorie de ceux qui pensent que les questions de financement sont secondaires et au fond n'ont à être traitées qu'une fois les sujets de santé proprement parlés abordés. Il n'empêche qu'on a le sentiment que les politiques de santé publique, les politiques de protection sociale ont été totalement dominées par cette question du financement et du déséquilibre, sans pour autant, et c'est le point dont je veux partir, sans pour autant qu'on aboutisse à rétablir l'équilibre des comptes. C'est-à-dire que nous sommes face aujourd'hui à un défi qui est que l'obsession, enfin dans le discours, ou la quasi-exclusive plutôt, dans le discours de la thématique du déséquilibre des comptes de la sécurité sociale, n'a pas pour autant abouti à mettre en place une politique qui permette de résoudre l'équation de ce déséquilibre. Et dans le même temps, sur le fond des politiques qui ont été suivies, on a l'impression d'une
baisse de qualité qui se traduit à la fois par la diminution du reste à charge, par l'augmentation du reste à charge, la diminution du remboursement, pardon, l'augmentation la diminution du remboursement, oui, c'est bien ce que je disais, l'augmentation du reste à charge d'un côté, les difficultés d'accès à des professionnels de santé, d'autre part, qu'il s'agisse, selon les endroits, des délais accrus pour accéder à un professionnel ou des difficultés géographiques d'accès à des professionnels. Donc on voit bien qu'aujourd'hui on arrive à un moment, un carrefour, à la croisée des chemins, puisque le discours sur la préoccupation pour le déséquilibre de la sécurité sociale n'a pas abouti à la mise en place de politiques structurelles permettant d'aboutir à une résorption durable. Les politiques de déremboursement qui ont été suivies et qui sont réelles, n'ayant pas permis pour autant de stabiliser la situation. Et d'un autre côté, on est confronté à l'émergence de déséquilibres qui, eux, sont structurels et qui inquiètent de plus en plus nos concitoyens. Je dis d'emblée, puisque votre conférence s'appelle « Amphi de la santé », que je n'aborderai pas la question des retraites, mais qui est quand même centrale dans dans la définition qu'on veut avoir de la protection sociale. Et de même que je n'aborde pas ce qui, aujourd'hui, pourrait faire l'objet d'un élargissement de la réflexion et du champ de la protection sociale, dans la mesure où on peut aujourd'hui se demander si le champ tel qu'il existe de notre protection sociale n'aurait pas à être revu, soit pour en sortir certains éléments, soit pour y faire rentrer d'autres. Je pense à la politique familiale, et peut-être aura-t-on le temps de dire un mot de la dépendance, mais je veux dire, vous voyez bien qu'on a là des risques qui s'apprécient de façon différente. Donc, si j'ai commencé par évoquer ce débat sur le financement, sur le déséquilibre plutôt, c'est que l'analyse que nous faisons, c'est qu'au fond, aujourd'hui, nous sommes arrivés à un moment où nous devons faire en sorte de mettre en place des politiques qui permettent à la fois d'améliorer la qualité de prise en charge ou d'accompagnement des personnes qui sont les patients, et d'autre part, nous devons mettre en place une politique qui permette de répondre aux déficits de la sécurité sociale, et nous pensons que les deux sont menables conjointement. Je le disais tout à l'heure, je ne fais pas partie de ceux qui considèrent que le déficit de la sécurité sociale est un enjeu secondaire. Nous ne le pensons pas collectivement non plus, je tiens à le dire. Peut-être y a-t-il des exceptions, mais enfin, collectivement, nous ne le pensons pas. Et nous ne le pensons d'autant moins que nous sommes interrogatif sur les raisons qui peuvent avoir amené à laisser se creuser à ce point ce déficit ou à perdurer ce déficit au cours des ans, étant entendu, je n'entre pas dans ce débat ici, étant entendu que la crise des dernières années, même si elle explique une aggravation de la situation, n'est en aucun cas une explication principale ou l'explication principale du déséquilibre, dont on voit qu'il est constant depuis 10 ans. Je vous rappelle que ça fait quand même 83 milliards d'euros cumulés au cours des 10 dernières années, ce qui n'est quand même pas tout à fait une mince affaire, même si nous sommes loin de ce qui concerne le déficit du budget de l'État. Donc notre conviction, c'est que si nous ne rétablissons pas dans la durée l'équilibre des comptes de la sécurité sociale et de l'assurance maladie en particulier, nous aboutirons à une remise en question du modèle de protection sociale qui est le nôtre, et nous assisterons à un déplacement ou à un transfert plus important
encore de la sécurité sociale vers des assurances privées, ce transfert ayant été une des marques des dernières années, même si on parle en petit pourcentage, 2%, mais 2% de transfert de la sécurité sociale vers les assurances privées, ça représente un mouvement qui, évidemment, est significatif. Alors, à partir de là, quelles sont nos orientations ? Le premier point, donc je partirai de la question du financement pour aller vers les politiques structurelles en matière de santé. En matière de financement, nous considérons deux choses. La première, c'est qu'il faut stabiliser les recettes et élargir le champ d'application de la CSG. Nous considérons qu'il y a aujourd'hui des niches sociales qui sont à revoir. Et si François Hollande est élu, nous y procéderons dès l'été prochain. La plus significative, pas la seule, étant celle des exonérations sociales sur les heures supplémentaires aujourd'hui. Et donc, nous considérons qu'il y a là un travail de remise à niveau, de réévaluation de l'ensemble des niches sociales. Par ailleurs, nous considérons que, puisque le débat sur la compétitivité de l'économie française a été posé, que je n'ouvrirai pas ici, si ce n'est de façon totalement accessoire, ce débat a amené à poser la question du coût du travail. Nous considérons que la première réponse à apporter, c'est de faire en sorte que les revenus autres que ceux du travail soient mis à contribution pour notre protection sociale dans des termes identiques à ceux du travail, ce qui aboutit à aligner ou rapprocher les cotisations, enfin les prélèvements appliqués aux revenus du capital et de placement par rapport à ceux du travail. Ça, c'est pour ce qui était de la stabilisation des recettes. Le deuxième élément que nous indiquons, c'est que nous sommes, je n'y reviens pas, absolument opposés à un transfert vers la TVA d'une partie des cotisations. Pour des raisons sur lesquelles je ne reviens pas ici. J'y reviendrai à l'occasion du débat si vous le souhaitez. Nous considérons que ce n'est pas aux consommateurs d'assumer une part de l'assurance maladie ou de la protection sociale. Et nous considérons d'ailleurs que en tout cas dans la façon dont ça a été présenté, ces transferts ne sont pas de nature à répondre à un débat sur la compétitivité qui, par ailleurs, pour nous, renvoie davantage à une question de politique industrielle, politique du développement, politique de l'innovation, qu'à une politique stricte du coût du travail. Pour autant, nous le disons, si nous avons à réfléchir dans la durée, puisque nous aurons à réfléchir dans la durée au financement de l'assurance maladie et de la protection sociale, c'est autour de la CSG que pour nous le débat doit être posé. Il est ou elle est plutôt le pivot et le socle du financement de notre protection sociale, même si évidemment ça n'est pas la seule source de financement, loin s'en faut, mais c'est une source importante. Le troisième élément, et me permet de faire la transition, c'est qu'il n'y aura pas d'équilibre des comptes sans mise en place de réformes de structure qui sont pour nous importantes. Et quand on parle de réforme de structure, donc j'en viens à mon second point, il s'agit de revoir le fonctionnement de l'organisation du système de soins. Et nous pensons qu'aujourd'hui, cette organisation est un facteur d'inflation des coûts et de moindre qualité de l'accès aux soins. Nous avons un système qui fait de façon excessive
l'impasse sur les soins de premier recours et qui est à certains égards centré sur fait de l'hôpital la référence ou l'accès de substitution à cette médecine de premier recours qui est parfois insuffisante ou trop lointaine ou inaccessible. Donc c'est la raison pour laquelle nous pensons que l'enjeu, enfin, il s'agit de revaloriser la médecine de premier recours, que c'est à partir d'elle que se fera la transformation de notre système de santé. Transformation de la médecine de premier recours qui, je vous rappelle qu'une des particularités du système français, c'est la surreprésentation des médecins spécialistes par rapport aux médecins généralistes quand on compare avec ce qui se passe dans d'autres pays. Et c'est au sein des spécialistes un plus grand poids des spécialités dites techniques par rapport aux spécialités elles-mêmes générales ou cliniques, disons. Et donc, il paraît important de pouvoir renforcer cette médecine de premier recours et d'en faire un élément de maillage du territoire. C'est-à-dire qu'au fond, nous rentrons dans cette question par le biais de la question qu'on appelle un peu rapidement des déserts médicaux, mais le mot s'est imposé et il dit bien ce qu'il veut dire. Comment répondre à cela et comment aboutir à une évolution de fond ? La première chose, c'est qu'il va falloir, je me contente de le mentionner, revoir les études de médecine. Revoir les études de médecine, ça veut dire notamment, mais pas exclusivement, sans doute s'attaquer à la première année, voir le contenu de la première année, mais ça, on verra. Et ensuite, ça veut dire renforcer la place des stages. Aujourd'hui, nous avons des étudiants en médecine qui, très majoritairement, sont issus de catégories urbaines, hein, ce qui est assez logique, puisque 3/4 de la population française ou les 2/3 de la population française habitent dans les grandes villes. Et pendant toutes leurs études, restent dans un environnement hospitalier, sans avoir accès, ou sans connaître tout simplement, la réalité de la médecine ambulatoire, ce qui se traduit d'ailleurs par le fait que nous ne trouvons pas, on a de plus en plus de mal à trouver des maîtres de stage quand il y a des stages, ce qui veut dire que comme il y a des difficultés à trouver des maîtres de stage, il est admis qu'un certain nombre d'étudiants ne fassent pas le stage qui est en théorie obligatoire et prévu. Donc un stage, ça n'est pas suffisant et il n'a pas toujours lieu. On ne voit pas comment on peut demander à un jeune d'aller exercer à 30 ou 40 kilomètres d'une ville si il n'a jamais de sa vie été dans un cabinet comme celui-là. Surtout que, contrairement à ce qu'imaginent certains, l'obstacle est un obstacle culturel et pas un obstacle financier. Parce que tous les médecins de campagne, entre guillemets, de campagne relative, vous le diront, aujourd'hui, ils bénéficient de revenus qui sont tout à fait satisfaisants et plutôt supérieurs à la moyenne, compte tenu de la clientèle à laquelle ils ont affaire, et du bassin auquel ils ont affaire. En revanche, c'est donc le deuxième point, indépendamment de la nécessité de rapprocher les étudiants des lieux où ils pourraient exercer, les jeunes veulent travailler en équipe pluridisciplinaire, ils veulent travailler de manière moins isolée. Je laisse de côté l'isolement de vie, mais donc évidemment, il s'agit de renforcer l'accès ou la mise en place de structures pluridisciplinaires. Alors, nous ne sommes pas favorables, je le dis, à un mécanisme de coercition, de contrainte. Nous pensons que ça ne devrait pas permettre d'aboutir, que les voies de contournement sont importantes. J'aurais dû dire, quand je parlais des études de médecine, parce que j'ai lu dans un journal que la question du numerus clausus était posée, nous n'avons pas d'état d'âme sur le numerus clausus, je le dis. C'est-à-dire, pour nous, c'est un sujet secondaire. Donc, s'il faut rouvrir ou augmenter le numerus clausus, nous n'avons pas d'état d'âme là-dessus.
nous allons regarder comment on peut anticiper la situation dans 10 ans, parce que c'est quand même ça le sujet pour le numerus clausus, et à ce moment-là, éventuellement l'adapter. Mais j'insiste sur le fait qu'on peut augmenter le numerus clausus, on peut même le tripler. Si tout le monde va s'installer dans le 8e arrondissement à Paris, ça ne règle pas le problème du 19e. Hein. Et si, pour prendre des exemples moins caricaturaux, tous les étudiants de médecine qui sortent de la faculté de Tours vont s'installer en centre-ville de Tours, ça ne règle pas mon problème à 40 km de là, dans le Lochois, qui est un secteur déjà, on va dire, rural. Bon, donc le problème, ce n'est pas uniquement le nombre de médecins, il faut qu'il y en ait un nombre suffisant, mais il faut surtout qu'ils soient répartis sur le territoire. Alors on me dit, mais des maisons pluridisciplinaires de santé, ça existe. Oui, il y en a 230, ce qui n'est pas énorme. Elles ne correspondent pas toutes à des projets médicaux, elles correspondent parfois à des projets politiques, mais pas nécessairement à des projets médicaux. Donc on a quelques maisons qui existent avec des murs, des toits, et pas grand-chose dedans. Le sujet, il n'est pas simplement de savoir si on est favorable ou pas à des maisons de santé. Au cours des dernières années, on a eu un discours sur les maisons pluridisciplinaires de santé et on a eu la diminution année après année. Gérard Bapt pourra en témoigner. On a eu la diminution année après année dans le cadre du PLFSS des fonds affectés à ce qui s'appelait le fixe et qui aujourd'hui s'appelle le FIR, je crois. C'est-à-dire, c'était le fonds, je sais pas quoi, de qualité de soins. Le I, je sais plus ce que ça voulait dire. Investissement, voilà. Bon, l'investissement pour la qualité, voilà, c'est quand même assez significatif. Et ça diminuait au motif que ce fonds n'était pas consommé. Mais évidemment, si on n'indique pas qu'il y a des politiques qui peuvent être mises en place et qui peuvent être soutenues par la sécurité sociale, il y a peu de chances que les choses avancent. Donc nous avons là-dessus, nous avons une position assez simple, qui est de dire nous nous engageons à la mise en place d'un pôle de soins de santé de proximité par territoire de santé, à l'ARS de redéfinir le cas échéant les territoires, de les définir. On doit avoir la mise en place d'un fonds. On met en place au niveau sans doute de l'agence régionale de santé, qui aujourd'hui est une machine à produire des rapports. On va essayer d'en faire une machine à produire des projets. On va donc mettre en place un guichet unique qui permette d'avoir une administration, un accompagnement administratif de l'installation avec l'ensemble des acteurs concernés. Moi, je vois dans mon propre département comment ça se passe, le temps de faire la tournée entre les différents acteurs, le conseil régional, l'État, le conseil général, qui en général finance aussi, etc. Donc, guichet unique, soutien actif administratif à l'installation et mise en place d'un pôle, peu importe la structure juridique. Maison médicale pluridisciplinaire, maison de santé pluridisciplinaire avec des médecins libéraux. Ça peut être des centres de santé avec des médecins salariés. Ça peut être une structure adossée à un hôpital de proximité. La structure juridique a moins d'importance pour nous que l'existence même du pôle de santé qui doit permettre, en gros, d'apporter une offre de premier recours et une réponse de proximité à la population. Je le dis, pour des élus qui sont dans des territoires, en partie ruraux, ce qui est mon cas, en partie seulement, mais en partie, le sujet est devenu un sujet récurrent. C'est-à-dire que quand vous parlez avec des gens, des élus, mais des gens qui habitent ces territoires-là, aujourd'hui, on ne vous parle pas de la fermeture des trésoreries, des structures départementales, etc. On vous parle de la fermeture des écoles. On vous parle de la fermeture des écoles. Les trésoreries, c'est les élus qui en parlent, c'est pas les gens. Les gens, parce qu'ils savent même pas ce que... Voilà. Mais les gens, ils vous parlent des écoles et ils vous parlent de la santé. En termes... Parce qu'il y a un autre débat, les transports, mais c'est un autre sujet pour...
pour nous. Et donc, c'est vraiment un enjeu majeur. C'est la raison pour laquelle nous avons pris par ailleurs l'engagement, enfin François Hollande a pris l'engagement, qu'il n'y aurait pas personne à plus de 30 minutes d'une structure de soins d'urgence, ce qui n'est pas aujourd'hui réalisé dans notre pays, même si c'est le cas, bon, évidemment en région parisienne, mais ça n'est pas le cas pour la totalité de la population française encore. Pour favoriser ce maillage territorial, mais pas uniquement, nous considérons qu'il est temps d'aller beaucoup plus loin que ce qui ne s'est pas réalisé encore, mais qui figure dans la dernière convention, aller vers une rémunération en partie forfaitaire des professionnels de santé, rémunération forfaitaire qui doit pouvoir permettre à la fois la réalisation d'objectifs de santé publique, la mise en place de politiques de prévention, dont nous pensons que ce sont les médecins de premier recours qui sont les acteurs à désigner en priorité, et par rémunération forfaitaire qui doit permettre de rémunérer aussi ou d'être modulé, disons, en fonction du lieu d'installation, ce qui est sans doute un élément secondaire dans une dynamique d'installation, mais qui doit pouvoir être marqué dans un ensemble. Voilà ce que sur la question de la médecine de premier recours. Alors, je vous ai dit que nous considérions que la médecine de premier recours était, selon nous, le point d'entrée dans une réforme, une réorganisation, mais évidemment, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de pensée ou de position sur l'hôpital, et nous pensons même que la question de l'articulation, d'une meilleure articulation entre la médecine de ville et l'hôpital est un élément clé, y compris en termes financiers, mais aussi en termes de qualité. Aujourd'hui, l'hôpital public n'existe plus. Enfin, il existe, on peut y aller. Mais juridiquement, il n'existe plus, puisqu'il n'y a plus des établissements de santé, il n'y a plus dans la loi, depuis la loi HPST, de spécificité de l'hôpital public. Donc ça, c'est un point qui ne nous convainc pas, pour ne pas dire autre chose. Donc effectivement, nous rétablirons, c'est symbolique, mais les symboles ont un sens. Juridiquement, une catégorie renvoyant à l'hôpital public. Nous mettrons fin à la convergence qui a peu commencé, mais qui a commencé entre les tarifs de l'hospitalisation publique et des établissements privés. Nous reverrons et redéfinirons le mode de financement de l'hôpital public afin qu'il ne soit pas fondé exclusivement sur la tarification à l'activité, en renforçant les MIGAC et la prise en compte des missions d'intérêt général, des missions sociales, et en ne faisant pas en ne faisant pas ce qu'a fait le gouvernement depuis 5 ans, on vote des MIGAC, et puis l'article suivant dans la loi, ça consiste à geler les financements qui ont été affectés. Nous pensons également qu'il faudrait prévoir un mode de financement adapté à la structure des établissements, au parcours dans les établissements. Ça, c'est sur la question du financement global, mais sur l'articulation, aujourd'hui, et c'est bien pour ça que je vous disais que l'entrée, c'est la médecine de premier recours, c'est que nous pensons qu'il y a une part d'hospitalisation excessive dans notre pays, aux urgences, pas seulement aux urgences, pour les personnes âgées de manière évidente, mais pas seulement, mais de manière évidente pour les personnes âgées. Et qui dit réforme de la dépendance, c'est le seul point, je pense, que j'évoquerai à ce sujet, mais qui dit réforme de la dépendance dit évidemment réorientation ou restructuration du système autour du patient et de la personne âgée à domicile, plutôt que dans le cadre de va-et-vient un peu incessant entre le domicile ou l'établissement et l'hôpital. Là-dessus, nous pensons que le rapport de la haute autorité du Conseil de l'assurance maladie a fait des préconisations tout à fait intéressantes, et sur le plan financier et sur le plan de la qualité. Et c'est un exemple type là où nous pensons que nous pouvons concilier, combiner qualité
et meilleure affectation des ressources. Quand je dis économie, j'aurais dû le préciser quand même d'emblée, nous ne pensons pas que les dépenses vont baisser. Hein. Je tiens quand même pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Les dépenses ne vont pas baisser dans les années qui viennent. Un des sujets d'ailleurs sera de savoir comment on articule l'augmentation des dépenses avec la croissance. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer de redéfinir, mais là je ne veux pas rentrer, ce n'est pas du tout une discussion que nous avons eue. Vous imaginez bien qu'on n'a pas ce genre de discussion dans le cadre d'une élection présidentielle. Donc, mais ça, c'est une réflexion purement personnelle. Je pense qu'il viendra un moment où la question d'un Ondam qui est fixé comme ça et dont on ne voit pas comment il évolue en fonction de la croissance est quelque chose qui doit être revu. Bon, mais donc quand je dis qu'il y aura des économies, ça veut dire en réalité qu'on peut affecter une partie de ressources aujourd'hui qui vont à l'hôpital en direction d'une meilleure prise en charge en ville notamment de la personne âgée. Il y a là un enjeu, selon nous, tout à fait majeur. Au-delà de la réforme des structures pour ce qui est des établissements, je voudrais dire que nous considérons que nous pouvons aller plus loin en matière de médicaments, à la fois pour ce qui est de la consommation et ce qui est du prix pour certains médicaments, même si la question du prix est sans doute aujourd'hui devenue secondaire, sauf peut-être, secondaire par rapport à celle à la fois de la structure de la consommation, renforcer la place des génériques, et du niveau de consommation, aussi bien à l'hôpital qu'en ville, enfin que chez soi. Bon. Je suis certaine qu'il y aura des questions là-dessus, donc je n'en dis... Je m'en tiens là à ce stade. Et puis enfin, et j'en terminerai par là, politique de santé, c'est quand même aussi un contenu à donner à des priorités de santé publique qui nous semblent avoir été absentes au cours des dernières années, puisque la loi de santé publique n'a pas été révisée pour des raisons qui sont assez mystérieuses. Parce que on pouvait imaginer qu'il y ait, au-delà de l'annonce de quelques plans, qu'il y ait une mise en cohérence. Et nous considérons qu'une politique de prévention doit devenir une politique à part entière, notamment en lien avec l'éducation nationale. Vous savez que François Hollande a annoncé la création de 60 000 postes dans l'éducation nationale. Une partie de ces postes sera affectée ou concernera des missions de santé. C'est-à-dire que ce ne sont pas 60 000 postes de professeurs. Nous considérons que nous devons aussi en profiter pour revaloriser et créer des postes de professionnels de santé dans les établissements scolaires et mettre en place, avec eux notamment, mais pas exclusivement, des politiques de santé publique dont nous considérons qu'elles doivent cibler dès le départ, enfin les enfants et les jeunes, si on prend un certain nombre évidemment pas pour les risques cardiovasculaires, mais si on prend le sujet de l'obésité, qui est un sujet majeur, on voit bien que c'est dès l'enfance que des actions doivent être menées, mais nous avons dit évidemment que nous intégrerions dans le cadre de ces politiques globales de santé également ce qui renvoie à des plans cancer, plan Alzheimer, etc., et qui ont, pas exclusivement évidemment, mais qui ont aussi un volet prévention. Voilà ce que je voulais vous dire de façon très globale, et puis maintenant je suis prête à rentrer plus dans le détail avec vos questions. Merci, Rebecca. Merci beaucoup pour cette présentation. Je crois qu'il y a une question quand même qui traverse le clivage gauche-droite, qui est malgré tout le financement de l'assurance maladie,
que vous avez évoquées. À un moment donné, vous avez été un petit peu elliptique sur les questions d'ajustement de l'Ondam et de la croissance, etc. Je crois que tout le monde se pose la question de comment on fait quand on a effectivement un taux de croissance. Admettons qu'on ait une bonne maîtrise des dépenses de santé, on a quand même un taux de croissance des dépenses de santé global. Et donc, si on veut maintenir un taux de remboursement constant des dépenses remboursées, qui, quoi qu'il arrive, galope plus vite que le PIB. Disons qu'en cycle de croissance raisonnable à 2%, de toute façon, on va à 1% au-dessus. Alors, en plus, il y a eu les accidents de croissance. Et on a un financement. Alors, on peut augmenter effectivement le taux de prélèvement, mais on a un financement qui est quand même très basé sur la croissance. Donc, on a un problème pour trouver des recettes un peu contracycliques. Ça, c'est le premier point. Est-ce que vous avez des pistes là-dessus ? Le deuxième point, c'est même en admettant qu'on arrive effectivement à trouver des recettes contracycliques, c'est-à-dire qui permettent de stabiliser par rapport aux variations du PIB, qui ont quand même été un peu en zigzag ces dernières années. Néanmoins, du coup, il y aura toujours ce gap. Alors, je sais qu'on avait tendance, on avait l'impression d'un train de retour à l'équilibre avant la crise, mais il y a toujours ce gap. On est toujours en train de courir après. Est-ce que la règle d'or, ça sera, quoi qu'il arrive, effectivement, d'augmenter les prélèvements et d'ajuster les prélèvements systématiquement pour combler ce gap au cours du temps? Parce que c'est au fond, c'est la question de fond, en fait. Et la question se posera aussi pour le financement des autres risques. Et est-ce que là-dessus... Je trouve, c'est que à gauche comme à droite, je vais vous dire, c'est pareil. On n'a pas tellement d'idées de ce qu'on peut faire. Alors à droite, on a dit la TVA sociale, mais ça a porté plutôt sur les allocations familiales, avec les avantages et les inconvénients dont vous parlerez sans doute. À gauche, est-ce que vous avez une recette magique ? Parce que on est bien embêté. Voilà. Si il y avait une recette magique. Je pense qu'elle aurait été trouvée. Il n'y a pas de recette magique, mais il y a une démarche. C'est-à-dire que nous considérons qu'aujourd'hui, compte tenu du déficit qui existe, on ne peut pas s'inscrire dans le cadre d'un retour à l'équilibre en 1 an ou 2 ans. Donc nous considérons que le retour à l'équilibre, il se fera sur 5 ans. Bon. Et donc c'est sur un quinquennat, ce qui suppose, et dans le cadre d'hypothèses où nous revenons effectivement à une croissance qui est une croissance plus traditionnelle ou plus classique en dehors des accidents que nous avons connus. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il va y avoir une augmentation des besoins, mais rien ne permet de dire que les dépenses qui aujourd'hui sont réalisées sont toutes soit bien affectées, soit nécessaires. C'est-à-dire que quand je dis il y a des économies qui peuvent être faites structurellement, ces économies, elles doivent permettre de financer à la fois des réformes, je pense à la réorganisation de la médecine de premier recours, qui impliquera un certain nombre de changements, et elles doivent permettre de faire face à des augmentations de besoins. Ensuite, y a-t-il sur combien de temps pourrons-nous financer par une hausse des prélèvements ? La question de la structure du financement de la protection sociale devra être posée. Mais je pense que c'est autour de la CSG que le débat devra être posé, et non pas d'un impôt sur la consommation. Alors moi, je voudrais me concentrer sur la médecine de premier recours dont vous avez largement parlé. Donc j'avais une question ponctuelle. Vous avez mentionné la disproportion de médecins généralistes et spécialistes. Est-ce que vous comptez inverser les choses dans ce domaine ? Et de façon plus générale, bon, ça fait longtemps qu'on parle de la revalorisation de la médecine générale, très longtemps. Mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas un problème psychologique qui s'aggrave ? C'est-à-dire que, bon, on valorise beaucoup la médecine spécialisée, j'allais dire même à travers le remboursement des nouveaux médicaments. Il n'y a plus beaucoup de médicaments qui concernent la médecine de confort, celle de premier recours. Les jeunes privilégient, j'allais dire, la recherche qu'on apprend finalement à l'hôpital. Rien ne s'améliore à ce niveau-là. Tout s'aggrave plutôt au niveau de la psychologie. Qu'est-ce que vous comptez faire au-delà des mesures, j'allais dire, pour faire comprendre à tout le monde que cette médecine-là est importante ? Tout s'aggrave
Je ne sais pas. Ce qui est vrai, c'est que aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles nous avons des difficultés, c'est que dans la répartition des médecins, c'est que quand vous prenez les promotions d'internes, les postes de médecine générale restent. Enfin, vous avez des postes, pas les postes, des postes de médecine générale qui restent vacants. Donc, il y a effectivement là un enjeu qui est à la fois un enjeu universitaire, c'est-à-dire faire en sorte que, parce que nous avons créé la spécialité médecine générale, hein, quand même, ça a été fait il y a une dizaine d'années, un peu plus de 10 ans maintenant. Donc il faut donner les moyens que cette spécialité soit universitairement mieux reconnue, ce qui n'est pas encore aujourd'hui le cas. Pour ce qui est du volet médical et professionnel, c'est à travers le parcours de soins et le changement des pratiques que le médecin généraliste pourra être mieux reconnu et mieux valorisé. C'est-à-dire, je n'ai pas évoqué sa relation avec les autres professionnels de santé, mais qui est un enjeu majeur, décharger du temps pour du temps médical et faire en sorte qu'il soit le point d'entrée d'un véritable parcours de santé. Aujourd'hui, tout le monde a un médecin référent, à peu de choses près, mais ça n'est pas le point d'entrée d'un parcours de santé. On a tous été voir un médecin spécialiste en disant qu'on avait un médecin référent et on coche la case et les choses sont parties. Donc, je pense qu'il y a là quand même un facteur de renforcement de la place du médecin généraliste comme mécanisme ou comme praticien d'entrée dans un parcours. Et ensuite, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour garantir, favoriser dans un premier temps, garantir ensuite que le parcours en question sera réalisé à un tarif remboursable. Parce que c'est aussi ça, la clé. C'est au fond, si vous allez voir un médecin généraliste qui vous adresse à un spécialiste parce que c'est vraiment nécessaire, que le parcours que vous réalisez à ce moment-là soit un parcours qui soit à tarif remboursable. Et là, c'est pour ça que nous faisons de la lutte contre de l'encadrement des dépassements d'honoraires, d'une négociation avec les organismes complémentaires sur la nature et la qualité de leurs contrats, un point important. Alors, dernière question des trois. Oui, j'ai cru comprendre que vous faisiez le diagnostic. Vous avez dit à un moment donné, il y a trop d'activités, trop de recours à l'hôpital. Est-ce que ça veut dire que vous partagez le diagnostic actuel de pas mal de monde, mais du gouvernement en place? Alors, je suis un peu prudent. D'un excès de capacité en soins, MCO, médecine, chirurgie, obstétrique, et donc de la nécessité effectivement d'un transfert de cette capacité vers d'autres formes de soins que vous avez évoquées dans le cadre effectivement de l'amélioration du parcours du patient. Donc est-ce que si vous partagez ce diagnostic, ça veut bien dire que les opérations, enfin il faut continuer, en tout cas les opérations elles sont peut-être pas menées comme il le faut, mais vous êtes un élu, donc vous avez certainement vu des opérations de restructuration sur votre territoire, donc il faut continuer dans cette direction. Non, c'est pas ce que je veux dire. Et pour autant, je pense qu'il y a des restructurations qui sont nécessaires, mais toutes ne s'imposent pas, je le dis. Moi, j'ai eu des restructurations sur mon territoire. Les hôpitaux de proximité ont été maintenus. Mais il y a 10 ans, 12 ans, 15 ans. Ils ont été maintenus avec des coopérations avant l'heure. C'est-à-dire qu'on a établi des conventions entre l'hôpital de proximité et le CHRU de Tours, ce qui permet à des chirurgiens de Tours d'aller opérer une fois par semaine ou 2 fois par semaine à Loches ou à Chinon, alors que évidemment ni Loches ni Chinon ne trouvaient plus de chirurgiens à temps plein puisqu'ils n'effectuaient pas le nombre d'actes nécessaires par an pour pouvoir rester qualifiés. Donc moi je suis extrêmement prudente, c'est-à-dire que premier point sur les restructurations, ce à quoi je faisais référence très explicitement, c'est le fait que nous avons tendance à hospitaliser trop souvent et trop longtemps. En particulier les personnes âgées, c'est très net, mais pas uniquement. La question de l'accès aux urgences
est une question posée. Si nous avons indiqué que nous allions engager un processus allant vers le tiers payant, alors chez les médecins généralistes, les médecins de premier recours, c'est bien aussi parce que nous savons qu'une des raisons pour lesquelles les patients vont aux urgences, pas partout, mais dans certains quartiers, si vous allez à Paris, à Trousseau ou à Robert Debré, à Necker, c'est moins évident, mais à Trousseau ou à Robert Debré, vous avez des enfants qui ne relèvent pas de la médecine d'urgence et simplement dont les parents ne peuvent pas faire l'avance de frais. Donc il ne s'agit pas, je précise là-dessus, puisque j'ai vu qu'il y avait de la presse, je précise là-dessus qu'il ne s'agit pas de dire du jour au lendemain, il va y avoir la généralisation du tiers payant. Ça commencera par des expérimentations avec des médecins volontaires, sans doute dans des maisons pluridisciplinaires de santé où ce serait plus adapté. Ça n'est évidemment pas quelque chose de facile, mais nous pensons qu'il y a là un élément qui permet d'avancer. Donc je pensais d'abord à cela. Maintenant, et donc pour moi, la question de la restructuration, elle se pose indépendamment. Moi, je le dis très simplement. J'ai plutôt évolué au cours des années sur cette question des restructurations. Je le dis très sincèrement. J'ai été pendant longtemps convaincue que la restructuration s'imposait systématiquement. Je ne le pense plus. Et je ne le pense plus, je vais vous dire pourquoi. Évidemment, première condition, les enjeux de sécurité sont réglés. Enfin, je veux dire, on est d'accord qu'on ne parle pas dans le cas d'une maternité où il y a 50 accouchements par an et où on est d'accord. Hein, bon, parce que la sécurité avant tout, des plateaux techniques qui ressemblent à quelque chose, mais au fond. L'hôpital de proximité, c'est pas forcément un hôpital qui fait systématiquement d'ailleurs de tout et de la chirurgie, et il peut y avoir une certaine forme de chirurgie. On ne peut pas aborder la question des déserts médicaux et dire que c'est un enjeu majeur de présence de services de la santé, que j'ai envie d'appeler service public de la santé, même s'il est réalisé par des médecins libéraux, hein, dans des territoires, et considérer qu'à côté de ça, on peut, sans coup férir, restructurer et multiplier les fermetures. Moi, je le dis, hein, parce que qu'est-ce que nous disent les médecins, les jeunes, moi, ceux que je rencontre? Ils me disent, pourquoi voulez-vous que j'aille m'installer dans un territoire où il n'y a plus de services publics, où l'État retire ses billes, et si en plus il retire un hôpital de proximité, pourquoi voulez-vous que nous, on y aille alors qu'on a besoin d'une coordination avec une structure hospitalière même légère. Donc moi je suis pour considérer qu'il y a des cas où la restructuration s'impose parce que problème de sécurité, parce que manifestement il y a des doublons, parce que etc. etc. Mais la présence d'une structure même légère sur un territoire peut être le point d'entrée ou le point d'accroche d'une médecine de proximité dans un certain nombre d'endroits. Pas partout, mais dans un certain nombre d'endroits. Et d'ailleurs, pas faire des maisons médicales de garde, j'ai entendu que ça devenait la panacée. Mais si on fait des maisons médicales de garde à côté des hôpitaux, il faut encore qu'il y ait des hôpitaux, sinon je ne sais pas très bien ce que ça devient. Alain Coulon, ancien directeur de la Haute Autorité de Santé. Une petite remarque au passage, madame. Moi, j'étais frappé de voir que dans la partie soins de ville, il y avait au fond des propositions qui étaient assez largement consensuelles. La seule remarque sera de dire il n'y aura pas de maison médicale sans projet. Pas seulement sans argent, sans projet et sans porteur de projet. Pour tenter d'en avoir installé plusieurs, c'est une remarque que je me permets d'ajouter. C'est pas du tout en contradiction avec ce que vous avez dit, mais vous ne l'aviez pas dit. Deux sujets d'étonnement pour moi. Vous n'avez pas évoqué le sujet des pathologies chroniques. Or, à la fois du point de vue du financement, du point de vue de la prise en charge, du point de vue de l'organisation des soins, c'est le sujet de demain. Et en particulier, la différence entre les pays étrangers et nous, par exemple, c'est la part hospitalière dans les dépenses liées aux pathologies chroniques. Donc, il y a une vraie réflexion, me semble-t-il, à faire sur
sur ce sujet qui tient à la fois, encore une fois, au fait que ça tracte la croissance, mais aussi que ça détermine une organisation extrêmement figée entre la ville et l'hôpital. Un sujet d'étonnement, madame. La symbolique de la convergence dans cette ensemble de propositions qui, franchement, paraissent assez cohérentes et, je le dirais, plutôt sympathiques, que vient faire cette espèce de symbole de l'absence de la fin de la convergence, alors que elle repose sur une idée assez simple, c'est que si vous faites le même boulot, il n'y a pas de raison que ça soit différemment payé, dès lors que, par ailleurs, les sujets de service public, recherche, enseignement, mission, etc., sont pris à part, ce qui est d'ailleurs le cas. Quand vous dites que la tarification de l'activité, c'est l'alpha et l'oméga de l'hôpital public, ça représente moins de 75% de la recette. Le reste est effectivement des MIGAC ou des mairies, c'est-à-dire des missions d'intérêt général. C'est pour vous différencier que vous insistez sur ce sujet de la fin de la convergence ? Alors, je vais vous répondre d'abord. J'avais évoqué le fait que pour les maisons pluridisciplinaires de santé, il fallait un projet. Je vous avais dit qu'il fallait que ce soit porté par des professionnels et pas par des élus, et que j'avais vu trop de murs et de toits sans rien à l'intérieur pour que on ne puisse pas en rester à un projet financier, mais à un projet médical. Donc, je l'avais évoqué. Pour ce qui est des pathologies chroniques, vous avez parfaitement raison. J'aurais dû l'indiquer. C'est même le point d'entrée de notre réflexion. C'est qu'au fond, nous considérons que la réorganisation du système de soins, elle part aussi du fait que l'évolution des pathologies à prendre en compte est réelle. On passe, et on est passé déjà, mais on passe de plus en plus d'un système dans lequel il fallait prendre en compte des maladies aiguës avec une réponse ponctuelle, parfois lourde, mais ponctuelle, à une prise en charge dans la durée, répétée, de certaines pathologies. Et c'est aussi pour ça que nous pensons que le médecin de premier recours est le mieux adapté, et c'est aussi pour cela que nous sommes favorables à la montée en puissance de la rémunération forfaitaire qui doit, selon nous, d'une part de rémunération forfaitaire, qui doit, la rémunération à l'acte n'étant pas supprimée, je le précise, parce qu'il y aura toujours besoin de rémunération à l'acte, soit parce qu'il y a des gens qui vont voir un médecin une fois, voilà, comme ça, soit parce que il y a une part d'acte qui est, enfin, la part de l'acte existe toujours, y compris au sein de la rémunération globale. Donc, notre réponse, c'est d'avoir des projets, pour répondre à vos deux questions en même temps, d'avoir une organisation davantage territorialisée, ce qui permet l'émergence de projets, et une réponse une rémunération davantage forfaitisée qui doit pouvoir mieux prendre en compte la pathologie chronique. Sur la convergence, nous avons une analyse différente, qui est que le même acte n'a pas le même coût selon la structure où il est réalisé, et que le même acte n'a pas le même coût selon la personne sur qui il est pratiqué. Et vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Le fait est que ça doit sûrement être un hasard si certaines pathologies sont davantage traitées dans le public que dans le privé. Ou à l'inverse, si certaines pathologies sont davantage traitées dans le privé que dans le public. Et il y a des pathologies qui ont des complications, qui sont lourdes et qui donc amènent les gens à aller systématiquement à l'hôpital. On sait que la part d'hospitalisation des enfants est écrasante dans le milieu hospitalier, parce qu'en général, ce sont des choses assez lourdes. Les personnes âgées, c'est écrasant dans le milieu hospitalier. Et donc, la prise en compte de la précarité ne se limite pas, la prise en compte de la formation, etc., ne se limite pas à des MIGAC ou à des mairies. Et donc, nous le disons, il y aura fin de la convergence. Et ça renvoie pour nous au fait que les établissements publics ne font pas le même travail que les établissements privés. Nous avons besoin des deux. Nous n'avons jamais remis en cause l'organisation tripartite ou sur le tripode en France, parce qu'il y a le public, il y a le privé, et le privé à but non lucratif, qu'il ne faut pas oublier. Chacun a sa spécificité, chacun doit être reconnu, chacun doit être identifié. Ça n'aurait aucun sens de dire qu'il faut supprimer un secteur plutôt qu'un autre. Je ne dis pas du tout d'ailleurs que l'hôpital public n'a pas des progrès à faire dans un certain nombre de domaines.
de façon d'ailleurs différente selon les hôpitaux publics. Je veux dire, la PHP a sans doute un certain travail au niveau de l'accueil, par exemple, des patients à faire que certains hôpitaux de région, comme on dit maintenant, ont réalisé. Enfin, je veux dire, on est mieux accueillis, mais enfin pas moi. Je veux dire, au CHRU de Tours, sans doute que dans un établissement de la PHP en termes de confort, de fluidité, etc. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas des progrès à faire, il y en a à faire, mais il n'empêche que le travail accompli n'est pas exactement le même. Gérard Viens, professeur à l'ESSEC. Vous avez tout à l'heure évoqué très rapidement, en disant qu'on pourra peut-être en discuter après, le problème de la TVA pour financer ou réduire le déficit de l'assurance maladie. Et il me semble avoir lu dans les journaux, il y a peu de temps, que l'Allemagne, qui avait été le premier à mettre une hausse de TVA pour couvrir ce déficit, était maintenant, il y avait au contraire une marge intéressante au niveau de l'assurance maladie. Est-ce que ça n'interpelle pas ? Vous savez, s'il s'agit de faire rentrer des ressources, on peut toujours faire rentrer des ressources. Je veux dire, le débat est de savoir avec quoi est-ce qu'on finance l'assurance maladie. Alors, il y a deux débats différents. Il y a un débat théorique qui intéresse notamment les organisations syndicales, pas exclusivement, qui est quelle est la nature des ressources adaptées au financement de l'assurance maladie ? Faut-il maintenir un lien avec le travail, avec l'activité ? Enfin, ce qui est un débat historique, si j'ose dire, et qui avait d'ailleurs amené certaines interrogations sur l'introduction de la CSG en son temps. Bon, il y a ce débat-là qui n'est pas inintéressant. Et puis il y a le débat sur le type de prélèvement qui est réalisé. Nous ne sommes pas favorables à la TVA parce que nous n'y sommes pas favorables en soi, et nous n'y sommes pas favorables particulièrement en ce moment. Pas en soi parce que, en gros, ça revient à transférer vers le consommateur, alors d'abord quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir avec la consommation générale et qui vient mettre de la redistribution à l'envers, puisque la TVA pèse davantage sur les revenus moyens, inférieurs et modestes que sur les revenus supérieurs. Et la deuxième chose, pas en ce moment, il y a dans notre pays un problème de pouvoir d'achat qui est réel. Nous savons que les marges de manœuvre aujourd'hui dont disposent les entreprises pour procéder à des augmentations de rémunération sont faibles. Et il y a déjà eu une augmentation de la TVA indépendamment de la protection sociale il y a 3 mois. Dans un pays dont la croissance a été traditionnelle, enfin ces dernières années tirée à 60% par la consommation, quoi qu'on pense de ce fait, c'est un fait, c'est quoi qu'on en pense. Et si on peut toujours dire il faut qu'on aille davantage vers une économie d'exportation, très bien, enfin je suis assez favorable à ça. Mais enfin encore faut-il y arriver. Il ne me semble pas très judicieux de faire peser, de transférer une partie du déficit ou du financement vers une consommation qui ne pourrait que diminuer. Oui, bonjour, Marc Kennedy. Alors, pharmacien, on va dire. Vous n'avez pas beaucoup parlé des autres professions, en dehors des médecins et de l'hôpital d'ailleurs. Juste une remarque sur les dépenses. C'est un point sur lequel vous pouvez jouer. Les recettes, on a compris que ça peut être compliqué. Sur les dépenses, quel nouvel contrôle vous pouvez avoir sur le comportement des patients et sur la dépense aussi, sur quel levier pouvez-vous aussi influencer, en particulier au travers de l'évaluation des produits, des prestations et des professionnels? Écoutez, oui, il faut évidemment développer les procédures d'évaluation, ça, il n'y a absolument aucun doute. Je l'ai dit, en termes de dépenses, la question du médicament reste pour nous une question importante. Nous pensons que nous ne sommes pas allés... Il y a eu des progrès, j'entends dans le... Oui, il y en a eu quelques-uns...
Oui, il y en a eu. Oui, j'avais. Il y en a eu. Je pense qu'on peut aller plus loin quand on regarde la part des génériques dans la consommation entre guillemets française et à l'étranger. On voit qu'il y a encore des marges de progression et surtout on voit qu'on continue à consommer plus de médicaments que dans d'autres pays. Donc je crois qu'il y a là une politique volontariste à mettre en place, y compris avec des signaux sur les remboursements. Enfin, je veux dire, moi je suis très... Alors je sais qu'on le dit plus facilement quand on n'est pas aux responsabilités, mais moi je reste très interrogative sur le taux de remboursement à 15%, qui me semble être au fond un levier donné pour rentrer dans le système plus que la reconnaissance de la qualité thérapeutique du produit. Donc il y a quand même toute une politique à mettre en place là sur les prix, l'évaluation du service médical effectivement rendu, qui doit nous permettre de faire des économies. Quant à l'évaluation des professionnels, je ne sais pas si vous faites allusion à notamment la rémunération à la performance ou que nous préférons appeler rémunération à la qualité, qui d'ailleurs ne concerne pas uniquement les médecins, parce qu'on s'aperçoit que par exemple les pharmaciens eux aussi rentrent dans des missions nouvelles avec des stratégies de conseil qui sont mieux reconnues, mieux affirmées. Et nous pensons que cette part de rémunération doit être valorisée, notamment dans le cadre d'une part forfaitaire plus importante. Alain Clergeau, je travaille dans le secteur du médicament, mais ce ne serait pas une question sectorielle, c'est plutôt une question d'ordre citoyenne et politique sur un sujet que vous avez évoqué et que vous n'êtes pas revenu, c'est la dépendance. Comment approchez-vous ce vrai enjeu de société? Est-ce que vous l'abordez comme ça l'a été ces dernières années sous l'angle financement du 5e risque, ou est-ce que vous y voyez peut-être un enjeu beaucoup plus large et d'ailleurs peut-être une opportunité, si on regarde non pas que sous l'angle de la dépendance, mais aussi de la prévention de la perte d'autonomie, sur un enjeu de société créateur de richesse, d'emplois et autres? Oui, bah écoutez, vous avez fait la réponse, si j'ose dire, parce que nous sommes sur la deuxième ligne. Nous pensons qu'une des raisons pour lesquelles il y a eu échec du débat, c'est parce qu'il a été exclusivement centré sur la question du financement, même si la question du financement a une importance. Mais le sujet de la perte d'autonomie est un sujet de société beaucoup plus vaste, qui renvoie au vieillissement de la population, au vieillissement de la société, enfin globalement. Ce qui est un facteur positif, hein, je ne fais pas, mais ce qui est un facteur positif, il y a quand même la majorité des personnes âgées n'est pas dépendante, il faut quand même le rappeler, parce qu'on a parfois tendance à l'oublier. Il n'empêche que parler de l'accessibilité, moi je suis présidente d'un conseil général, j'ai un mal de chien à faire en sorte que dans la construction des nouveaux logements sociaux, puisque nous avons un office HLM pour aller vite, on puisse prendre en compte l'accessibilité. Donc on a introduit des quotas d'appartements avec accessibilité, mais on se demande pourquoi on ne pourrait pas construire tous les appartements avec des portes qui permettent de faire passer des fauteuils, comme ça se fait dans un certain nombre de pays. L'évolution ou la construction du matériel urbain, etc., etc. Donc pour nous, le sujet est d'abord un sujet général. Deuxièmement, enfin de global. Dans cette globalité, il y a ensuite, quand on fait un centrage plus précis, la question quand même importante de la prévention et du maintien à domicile. Et c'est là où je disais que, au lieu de se demander comment la personne âgée peut bénéficier de différents services, faire en sorte qu'il y ait une coordination et une organisation davantage centrée sur cette personne qui permettent le maintien à domicile dans des conditions qui soient plus satisfaisantes. Et je crois que l'enjeu de la prise en charge, de la prévention de la dépendance, ce sera autour des réseaux d'aide et de la montée en puissance des réseaux d'aide et du soutien aux aidants non professionnels, disons familiaux ou proches, auprès de la personne. Ce qui n'exclura pas qu'il y aura un débat sur le financement, qu'il doit aussi y avoir un débat sur le financement, parce qu'on aura dans la durée besoin de ressources supplémentaires.
Oui, docteur Vanégros, je suis médecin salarié, mais également toujours praticien. 2 questions. Vous avez beaucoup évoqué les centres de santé primaire, enfin d'accès primaire, très bien, sur le principe. Est-ce qu'au travers de ces centres, vous allez responsabiliser les patients? On sait grosso modo 10 à 15% des patients, que ce soit en ville, à l'hôpital ou ailleurs, prennent des rendez-vous, galvaudent, nomades, et ne se présentent pas. Ça a un coût, c'est une perte, et ceci même dans les centres d'IVG, je tiens à le dire. La deuxième chose, donc, est-ce que vous allez responsabiliser ces patients? Alors, c'est peut-être pas très bien en termes... en pleine période électorale, mais je pense qu'il faut se parler clairement. Et la deuxième chose, c'est que vous n'avez pas évoqué du tout la délégation de soins ou de tâches. Et je pense en Maine-et-Loire, pas très loin de chez vous, il y a une expérience Prado qui a été mise en place par la Sécurité sociale, un peu derrière les professionnels de santé. Et la Sécurité sociale se permet quand même de donner des noms de professionnels de santé paramédicaux à des des femmes qui sortent de maternité, pour un suivi sur lequel je doute qu'elle soit totalement d'ailleurs formée, en particulier sur le plan pédiatrique. Je suis pas sûre de tout saisir. Sur le premier point, je ne sais pas s'il appartient à l'assurance maladie de mettre des règles sur les patients qui ne vont pas chez le médecin. À la limite, c'est au médecin de définir ces règles. Je ne vois pas très bien qu'est-ce qu'on devrait faire. Lui prélever le tarif de la consultation alors même que la consultation n'a pas eu lieu. Du point de vue de l'assurance maladie, c'est un tout petit peu compliqué. Moi, je vois pas très bien. Moi, je veux bien qu'on responsabilise. Moi, je suis pour la responsabilité. Vous savez, je suis pas pour l'irresponsabilité, parce qu'on dit il y a les gens qui sont pour qu'il y ait des responsables. Et nous, on est responsables, me dit-on. Moi, je suis pas irresponsable du tout. Donc, je ne suis pas pour valoriser l'irresponsabilité. Mais je ne sais pas ce que. Sauf à demander à ce qu'on paye la consultation à l'avance, c'est quand même un peu étonnant. Mais bon, voilà, donc je veux bien comprendre que ça pose un problème, mais je ne suis pas certaine que l'assurance maladie puisse, elle, apporter une réponse là-dessus. Sur le deuxième point, je comprends que vous êtes opposé aux délégations de tâches. Ça se fasse. Quel est votre avis? C'est-à-dire que votre question n'était pas très claire, parce que vous dites, moi, notre avis, il est qu'il va falloir poser les conditions dans lesquelles se fait une délégation de tâches, de compétences, voir comment on peut dégager du temps médical et du temps soignant utile dans notre pays. Donc ce que je ne comprends pas, c'est le lien avec le fait que dans un hôpital, on donne des listes de personnes qui ne sont pas compétentes. Il est regrettable qu'un hôpital donne des listes de personnes qui ne sont pas compétentes, mais il n'est pas absurde qu'un hôpital dise « Moi, je ne peux pas vous indiquer un professionnel libéral puisqu'il vous appartient de juger et de choisir, mais en même temps, remettre des listes à proximité de personnes qui sont à proximité. Moi, je ne vais pas jeter la pierre à un hôpital qui fait ça. Enfin, je veux dire, ça me paraît pas... en général, je ne sais pas comment ils le font, mais en général, ils le font avec précaution, puisque c'est comme quelqu'un qui vous dit, je ne vais pas vous indiquer le nom d'un avocat, parce que et je vous donne 150 noms avec les gens qui sont inscrits à votre barreau, au barreau dont vous relevez. Je veux dire, moi, j'ai toujours... En général, on essaye de donner à une femme qui vient d'accoucher 5 noms de pédiatres pas trop loin de chez elle, des choses comme ça. Hein. Vous avez beaucoup développé la partie régulation, dans la politique du médicament, le prix, le générique, la consommation. Mais dans la politique du médicament, il y a d'autres volets sur lesquels je souhaiterais vous entendre. Vous l'avez un peu évoqué à un moment donné dans votre exposé, politique industrielle, politique de recherche, politique en faveur de l'innovation. La France est quand même un grand pays des industries des sciences de la vie. Parmi les 4 ou 5 pays, ces entreprises ont été un peu fragilisées ces derniers mois, puisqu'il y a une perte nette d'emploi du secteur de 3000 emplois en 2011. Et pour la première fois cette année, en 2012, on prévoit une décroissance du chiffre d'affaires du secteur de 2%. Donc, est-ce que le Parti socialiste souhaite soutenir cette industrie et quelles sont vos propositions dans ce domaine? Écoutez, nos propositions, elles sont les mêmes que tous les autres secteurs industriels. Par définition, il n'y a pas de stratégie industrielle spécifique, sauf un point sur lequel je vais évoquer. Nous sommes évidemment favorables à ce que l'industrie du médicament se développe. Elle est une industrie exportatrice dans un pays qui n'exporte plus tellement. Elle est une industrie qui a des emplois, même si
si effectivement les emplois sont en repli au cours des dernières années. Et donc, nous l'avons dit, nous souhaitons favoriser avec des dispositifs d'investissement, de recours au prêt, éventuellement de crédit d'impôt recherche, même si nous pensons que le crédit impôt recherche n'a pas profité principalement aux très grandes entreprises, et en général sont plutôt de très grandes entreprises dans le secteur du médicament. Mais ce qui favorise l'innovation, la recherche, le développement doit évidemment être soutenu. C'est pour nous un enjeu majeur et il n'y a aucune ambiguïté sur ce sujet. Le regret qu'on peut avoir, c'est plutôt que la recherche, elle a eu lieu, les découvertes, il y en a eu un tout petit peu moins qu'au cours des dernières années, qu'il n'y en avait eu au cours des années, les décennies précédentes. Et c'est aussi ce qui fragilise l'industrie du médicament. Et donc, moi, ce que nous ne voulons pas avoir une stratégie dans laquelle, au fond, l'absence de renouvellement des découvertes serait compensée par le maintien, si vous voulez, un peu artificiel au niveau aval de la consommation. J'indique un point de préoccupation et à la fois d'espoir, qui est le secteur du biomédicament. Parce que nous avons pris le virage un peu tard par rapport à d'autres pays, en particulier par rapport aux États-Unis, mais aussi des pays plus proches. On sait bien qu'il y a là des effets, des besoins d'investissement énormes, qu'il y a là des gisements de découvertes énormes, mais que il faut prendre le virage, vraiment. Bonjour, Hervé Drevaux, Stargel. J'ai beaucoup apprécié votre centrage sur la transformation de la prise en charge, pas simplement le problème de financement. Au-delà du discours, comment fait-on pour enclencher cette transformation, sachant que Alain Coulon le mentionnait il y a quelques instants, on est très en retard en France dans cette transformation. Comment développer la culture du benchmark par rapport à d'autres pays européens, ou notamment pays nordiques? Comment susciter l'émergence de projets concrets de transformation de la prise en charge? Vous avez évoqué la peseur bureaucratique en France, l'hypercentralisation. Comment fait-on concrètement pour susciter des projets médicaux de transformation de la prise en charge? Comment fait-on dire qu'on n'attend pas que ça se fasse déjà? Et je crois que nous devons... Ma réponse très rapidement à ce stade, c'est la territorialisation. C'est-à-dire que moi, ce qui me frappe, alors avec les agences régionales de santé, qui ne sont pas toutes équivalentes, hein. Il y en a qui sont plus dynamiques que d'autres. Faut dire, c'est que en gros, elles ont pris le relais des ARH sans grande difficulté. C'est-à-dire structure d'État, on suit. Elles s'intéressent en général au médico-social et à l'articulation entre le médico-social et l'hôpital, même si elles n'y arrivent pas. Elles n'arrivent pas à faire l'articulation, mais elles s'y intéressent parce qu'il y a des projets qui montent, mais elles s'y intéressent. La médecine, les professionnels de santé, pas que la médecine, mais parce qu'il n'y a pas de mot global. La santé sur le territoire, elles ne savent pas faire. Elles ne savent pas faire. C'est-à-dire qu'elles regardent ça comme une poule regarde un couteau. Avec même des conflits de culture. Moi, je veux dire, j'ai voté comme le schéma de ma région, de la RS. Il est très bien, ce schéma. Il est très bien. Je veux dire, je vois pas ce que j'ai à l'analyse. Voilà, il manque des professionnels là, il manque une structure-ci. And so what? Et donc, après, qu'est-ce qu'on fait? Comment on avance? Et donc, je crois qu'il faut arriver à ce que les territoires de santé, quitte à ce qu'on les redéfinisse s'il faut, parce qu'on ne peut pas fractionner, mais que les territoires de santé deviennent le point d'entrée, qu'on identifie sur chaque territoire les professionnels, qui est un référent en quelque sorte, et qu'on puisse mettre autour de la table, territoire par territoire, des acteurs de santé qui permettent d'avancer. Je veux dire, il faut que nous puissions, parce que les interlocuteurs administratifs sont multiples, les interlocuteurs du côté des professionnels sont assez insaisissables. Hein? C'est-à-dire que c'est pas toujours facile. Un directeur d'hôpital, on sait qui est le directeur de l'hôpital.
quand vous avez des professionnels de santé, on ne sait pas toujours à qui s'adresser, et là où ça a marché, c'est quand il y avait une coordination qui se mettait et qu'émergeait un représentant, même si le représentant n'est pas hiérarchiquement le chef, si vous voulez, mais il est celui qui fait l'interface avec l'extérieur. Enfin, j'ai vu ça dans la Drôme il n'y a pas longtemps. C'est comme ça que ça a fonctionné. Donc je pense qu'il faut territorialiser et qu'il faut, c'est ce que je vous disais, qu'on mette en place une structure qui permette de rechercher, d'identifier les territoires où on a besoin d'installer des structures, de voir comment les projets sont possibles, en quelque sorte des appels à projets, quoi, qui soient mieux organisés. Faraj Abdelnour, à Sidim. Ma question rejoint la question qui était posée tout à l'heure sur les industries de santé et l'aspect sécurité sanitaire. Une loi est passée dernièrement, elle devait être complétée par des décrets. Apparemment, le gouvernement actuel peine un petit peu à sortir les décrets d'application. Et que j'en pensais tout d'abord. Et deuxièmement, c'est un chantier que vous, si vous êtes au pouvoir, vous allez un petit peu s'atteler, parce que comme une loi sans décret, c'est pas une loi. Et que vous en pensez, et est-ce que vous revenez sur certaines mesures? On a assisté à certains débats lors de la préparation de la loi au niveau Parlement. Une version est sortie de toute façon. Et une particularité sur les dispositifs médicaux, parce que vous avez évoqué l'innovation dans les médicaments, elle est plus fréquente dans les dispositifs médicaux. Il y a aussi des mécanismes qui existent déjà, mais malheureusement, ils ne sont pas trop utilisés. Et on sort pour pouvoir un petit peu valoriser cette innovation-là. Donc, qu'est-ce que vous pensez de la loi? Est-ce que vous allez rectifier? Est-ce que vous allez vousser pour que le décret sorte plus loin? Voilà. La loi, nous l'avons dit, hein, nous ne sommes pas opposés à la loi. Nous avons pensé et nous pensons toujours qu'elle n'est pas allée aussi loin que ce qu'elle aurait pu, notamment pour ce qui est de la prévention des conflits d'intérêts et de la transparence, parce qu'en fait, la prévention des conflits d'intérêts, elle passe par la transparence des procédures et des liens d'intérêt. J'insiste là-dessus. Mon idée n'est pas du tout de considérer que par principe, toute coopération entre l'industrie et le système de santé, qu'il s'agisse des services de médecine ou d'université, serait mauvais. Je veux dire, c'est totalement absurde. En revanche, qu'il y ait un encadrement des conditions financières dans lesquelles se fait cette coopération et du simple fait même qu'elle se fasse, qui est que chacun puisse savoir qui travaille avec qui, est un point qui nous paraît tout à fait important. Donc oui, nous reverrons la loi le cas échéant et nous regarderons si dans un premier temps, si par rapport à la loi existante, les décrets peuvent être... comment on les écrit. Mais vous savez, il y a beaucoup de lois pour lesquelles les décrets ne sont pas sortis. Mais ça a des avantages, vous savez. Ça a des avantages. Ça permet, par exemple, aujourd'hui, à certains candidats d'annoncer des mesures qui, effectivement, n'existent pas, puisqu'elles ont été votées dans des lois dont les décrets ne sont jamais sortis. Donc, ça permet de refaire plusieurs fois de suite la même chose. Ça a sûrement des avantages. Merci. Bonjour Madame. Daniel Lacroix, je suis directeur d'hôpital. Vous avez évoqué les déserts médicaux. En milieu hospitalier, de très nombreux établissements sont confrontés à l'heure actuelle à la difficulté de recruter certaines catégories médicales. Oui. Je pense plus particulièrement aux radiologues. On a évoqué depuis plusieurs années la possibilité des postes internats. Quelle est votre position sur l'incitation pour certains médecins spécialistes à venir occuper des postes en milieu hospitalier, notamment dans les établissements de proximité, mais pas seulement? Merci. Écoutez, là-dessus, je n'ai pas je vous le dis, je n'ai pas de position déterminée, donc c'est un point sur lequel moi je suis
prête à regarder. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a des professionnels libéraux qui viendraient occuper à temps partiel pour qu'ils puissent continuer leur activité libérale. C'est pas tout à fait ce à quoi je pensais. À une certaine époque, on a envisagé que des médecins formés pendant 10 ans, 12 ans, 15 ans dans des universités de façon gratuite puissent avoir en quelque sorte un fléchage d'installation en secteur public. D'accord. Ah oui, en secteur public. Des règles pour l'installation. Ah oui, non, j'avais pas compris votre question. Non, nous ne sommes pas favorables à ce stade à des mesures coercitives. Pour nous, la question s'était posée dans le cadre de la médecine libérale. Nous n'avions pas évoqué le sujet en termes de médecine hospitalière. Donc là-dessus, j'avoue que je n'avais pas envisagé ça sous cet angle-là, mais c'est vrai que nous ne sommes pas à ce stade favorables à des mesures coercitives. Bonjour, Éric Chapeau. Je suis médecin, je travaille dans la communication santé. J'ai fait mes études de médecine en Touraine. Et j'ai bien connu votre prédécesseur, Christiane Morat, il y a très longtemps, qui d'ailleurs avait beaucoup d'affection pour Michel Hanoun. C'est bien, Michel. C'est formidable. C'est formidable, Michel. En tant que franco-suédois, j'ai l'impression que notre système de santé est une vaste pétaudière complexe où on ressoude, où on raccommode des tuyaux à un endroit, ça fuit à un autre. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas une volonté politique aussi bien à droite et à gauche pour complètement remettre le système à plat, le simplifier dans sa structure administrative et le réorganiser. Et à mon avis, déjà là, il y a une formidable source d'économie et ça supprimerait toute cette déperdition d'énergie, de moyens et de toutes sortes. Oui, moi je veux bien. Remettons à plat. Moi, j'ai aucun état d'âme. Remettons à plat. Maintenant, une fois qu'on a dit remettons à plat, on remet quoi à plat ? Je veux dire, moi, je vous l'ai dit, je trouve que les ARS, c'est devenu une structure bureaucratique de plus qui n'a que 2 ans d'âge, donc il est temps de la faire fonctionner autrement. Je pense que effectivement, la part de l'administration, notamment dans l'installation des professionnels, est trop lourde et que dans la gestion au quotidien, les médecins ont trop de temps à consacrer à l'administration. C'est la raison pour laquelle nous préconisons la mise en place d'une structure, d'un guichet administratif qui permettrait de faciliter ces démarches administratives. Donc moi, je suis tout à fait d'accord là-dessus. J'entends des médecins hospitaliers me dire qu'ils consacrent trop de temps à l'activité ou à des tâches administratives, de codage, etc. Ce qui est incontestablement vrai, et ce qui est un des effets pervers de la tarification à l'activité. En même temps, il faut bien pouvoir tracer certaines parties de l'activité qui est réalisée. Donc, trouver des démarches simplifiées, oui. Au-delà, je veux dire, au-delà de la pétition de principe, je voudrais bien savoir ce que ça veut dire concrètement. Voilà, parce que moi, je suis pour la simplification. Je suis pour, par principe. Je ne suis pas quelqu'un... je pense que les structures, que l'étatisation, le renvoi à l'échelon administratif central est une perte d'énergie. C'est pour ça que nous voulons mettre en place des politiques davantage territorialisées. Donc cela, je le partage. Mais je trouve que, si vous me permettez, au-delà du discours de principe, on ne voit pas toujours sur quoi ça peut porter très, très concrètement. Alors, la dernière question. Oui, un petit peu, enfin, dans le prolongement de ce que vous avez dit sur les politiques de territorialisation, donc, dans la mesure du possible, au niveau des régions, vous êtes d'accord pour pousser au maximum l'augmentation de la fongibilité, en fait, des financements des différents secteurs, hein. La réponse est oui. Alors, l'avant-dernière. On n'a pas du tout parlé de la formation continue. Bon, vous savez que le projet actuel est un peu... Et du financement. Très clairement, il y a 3 formes de financement possibles. Il y avait celui actuellement qui a été dénoncé par l'industrie pharmaceutique en grande partie. Il y a par les intéressés eux-mêmes et par l'État. Qu'est-ce que vous prévoyez ? Parce que très franchement, depuis 1996, on attend la formation médicale obligatoire. Et là, à force de ne pas la financer, elle n'a pas lieu. Écoutez, oui, je veux dire, financé par l'État,
c'est sûrement théoriquement ce qu'il y a de plus satisfaisant. Je ne suis pas certaine qu'aujourd'hui on puisse prendre des engagements sur un financement par l'État. Et la formation, d'ailleurs, la formation continue dans les autres secteurs se fait par les professionnels, donc y compris par l'industrie, et donc qui est un fonds dans lequel l'industrie pharmaceutique contribue, mais qui ne soit pas fléché, enfin qu'il n'y ait pas de relation directe entre le financeur et celui qui est formé. Moi, il me semble que c'est ça la clé. C'est absolument ça la clé. Ce qui n'exclut pas, d'ailleurs, ce qui n'exclut pas qu'il puisse y avoir dans ce cadre-là des formations, alors plutôt collectives, techniques. Qu'un industriel dise c'est moi qui connais le mieux tel médicament, etc. Pourquoi pas, mais je veux dire, on ne peut plus être dans cette relation de face à face entre un industriel et un professionnel. Marisol Touraine, merci vraiment à la fois de votre présence, mais aussi de la qualité des réponses et de la diversité de ces réponses. Merci en tous les cas.